partir tôt de chez mes parents. Je n'avais pas ma place à l'école et je n'avais pas ma place non plus à la maison. J'ai dû travailler très jeune, 7 ans chez McDo, à gravir tous les échelons. Donc, j'ai repris mes études, j'ai fait des sacrifices, je suis passée, je crois que j'étais à 1 800 € au McDo et je suis repassée à 800 € en alternance. Ça y est, t'as ce diplôme, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je tombe sur une annonce LinkedIn, je décroche le fameux rendez-vous avec Anthony. Alors cet entrepreneur, c'est Anthony Bourbon. Ça a matché direct, il m'a dit écoute, je pense que c'est toi qu'on va prendre, mais tu commences dans 5 jours. Qu'est-ce qui se passe après Anthony? J'ai été repérée par une boîte de prod renommée en France. Ils m'ont dit tu sais shooter du concert? Pas du tout, allez viens avec nous. Au final ils ont fait waouh, c'est trop bien. Tu sais shooter de la mode? Non, tu t'envoles avec nous à Los Angeles pour Lacoste. Il y avait Venus Williams à shooter, c'était waouh. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Emma. Salut. T'es une des invitées qui est ici parce qu'on a échangé il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un feat, tu m'as un peu raconté ton histoire et pour être, comment dire, dans le vrai, j'ai vu un truc chez toi qui, moi, il y avait quelques années quand j'ai commencé, et je me suis dit, j'aurais adoré qu'on fasse cette opportunité de raconter mon histoire beaucoup plus tôt, en tout cas de cette manière-là. On va le découvrir pendant le podcast. Je ne présente pas nos invités. Pendant le podcast, on va te découvrir pendant notre échange. Je vais te poser la question que je pose à absolument tout le monde pendant cette saison, qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui se révèle finalement être une super opportunité dans ta vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse et de femme. Raconte-nous tout. Je pense que l'anomalie, en tout cas, normalement, c'est pas censé se passer comme ça. C'est la situation familiale qui est assez compliquée et qui a fait que j'ai dû partir tôt de chez mes parents. Donc, c'était assez compliqué à la maison. J'ai dû travailler très jeune en parallèle de mes études et donc réussir à concilier tout ça. C'est vrai que avec le recul, maintenant, j'ai eu une expérience professionnelle qui m'a servi par la suite. Mais c'est vrai qu'en termes de douleur et bagages que tu transportes après pour la suite, c'est assez compliqué. Il faut réussir à composer avec ça. Tu viens d'où? D'où part ton histoire, Emma? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts? Allez, le but, c'est pas de raconter forcément toute ta vie, mais est-ce que tu es de Paris? Raconte-nous au moins le début. Ouais, pour la faire un peu courte, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui se sont passés. Moi, à la base, je suis normande. Je suis arrivée dans les Landes, d'où mon accent, très jeune, à 6-7 ans. Et donc, j'ai grandi là-bas. Beaucoup de sport dans ma vie et des études à laquelle j'étais vraiment pas bonne, mais peut-être parce que aussi, ça ne m'intéressait absolument pas. Donc, j'étais contrainte de faire pas mal d'études que je n'avais pas choisies et commencer à travailler. Rien que le collège, j'étais en option européenne parce que ma mère voulait absolument que je fasse une option européenne. J'ai redoublé 2 fois. Dont la deuxième fois c'était mon bac parce que je travaillais trop, parce que du coup je devais partir de chez mes parents parce que c'était très compliqué pour pouvoir subvenir à mes besoins, mais j'ai réussi à l'avoir la seconde fois. Et puis suite à ça, 7 ans chez McDo, à gravir tous les échelons. À 18 ans, j'étais manager d'une équipe entre 40 à 50 personnes selon les saisons. Et puis, au bout de 7 ans de McDo, un peu ras-le-bol, quand tu connais tous les process par cœur, tout le côté management, c'était génial. Hein, quand tu gravis tous les échelons, tu vois tout, c'est top. Mais j'avais besoin d'avoir un nouveau challenge. Et puis surtout, intellectuellement, ça ne m'allait plus. Donc, j'ai repris mes études. J'ai fait des alternances en parallèle de mes études. Et jusqu'à un master. Donc, j'ai été négociatrice technico-commerciale, VRP terrain pour des produits, pour des laboratoires. Et puis après, une grosse blessure dans le sport a fait que j'ai dû basculer d'orientation. Je suis partie dans un master marketing digital. J'ai commencé à travailler avec des sportifs de haut niveau. Et là, ça commençait à être un peu... les voies ont commencé à s'éclaircir et en parallèle, beaucoup de photos. Pour la petite anecdote, j'ai acheté mon premier appareil photo avec ma première paye McDo à mes 16 ans. Donc, c'était la suite de ce qui s'est passé après. Et pour grossir un peu le trait, voilà. Et
Founder, on va en parler après, qui aujourd'hui ton agence, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs dans leur personal branding, dans leur communication, dans le fait d'exister sur le digital, autant dans la presse que dans le monde du digital, que même dans le monde réel. Hein. On va y aller. Juste avant, on va rester un peu sur ton parcours. Au début du parcours, comment ça se passe la petite Emma, elle a envie de rentrer dans ce monde du digital, elle a envie de devenir entrepreneur. Tu dis entrepreneur ou entrepreneuse? Selon les femmes, je sais que ça dépend. Entrepreneur. T'as envie de devenir entrepreneur quand t'es toute petite ou ça se découvre avec le temps? Bah en fait, j'avais même pas la notion, je savais même pas ce que ça voulait dire entrepreneur. Donc je me rappelle d'une question que j'ai posée à ma mère quand j'étais jeune. Et je disais mais en fait je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Comment on fait? En fait moi je veux créer des projets. Ah bah elle m'avait dit bah ça c'est entrepreneur. Et puis l'idée était sortie. Et puis c'est bien plus tard après en fait. Bah, vu qu'il y a eu beaucoup d'obstacles où j'ai dû rebondir très rapidement, en fait, l'entrepreneuriat s'est ouvert directement à moi. Et pour la question du digital, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Je fais de la photo depuis aussi très longtemps. En termes de marketing, j'adore ça, d'analyser des marques. J'ai fait ça naturellement pendant très longtemps. Et puis voilà, c'est venu un peu comme ça. T'avais quel projet en tête quand t'étais plus jeune? Tu voulais créer quoi? Il y avait dans la mode. Qu'est-ce qu'il y avait? Moi, je voulais faire garde républicaine à cheval parce que j'ai fait de l'équitation à haut niveau pendant longtemps avec plein d'autres sports aussi. Il y a plein d'anecdotes sympas à ce niveau-là. Mais pardon. Ouais, t'avais une idée t'avais pas une idée précise de ce que tu voulais faire. Non, c'est pas comme beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, moi, je veux être dans la tech. Moi, je voulais être dans un. Je voulais créer. Ouais. En fait, j'ai toujours été, j'ai une âme un peu artistique. Tu vois, je faisais beaucoup de dessins, vraiment très très porté sur le visuel, la mode, l'esthétisme. C'était plus dans ce niveau-là. Tu parles du sport. Tu dis que ça a fait partie. J'ai l'impression que ça fait partie d'une grande partie de ta vie. Raconte-nous un peu cette partie de toi quand tu fais du sport. Waouh, 20 ans d'équitation, donc saut d'obstacle, dressage et complet. J'ai eu des chevaux à moi, je me ruinais pour pouvoir continuer à faire de l'équitation. Je connais bien cette... Ouais, et quand tu pars de chez papa, maman et qu'il faut subvenir à tes besoins et que tu gagnes 800 balles par mois et que il y a plein de choses, c'est assez compliqué, mais j'ai réussi à en faire. J'ai eu une double fracture du genou que j'ai très mal soignée. Je devais avoir une prothèse de genou, j'ai dit non parce que très jeune, donc j'ai dit non. Du foot qui m'a encore plus tué mon genou. Après la chute, t'as fait du foot. Ouais. Tu t'es dit c'était pas assez cassé. Moi, un peu les compètes, tu vois, curiosité de toucher à plein de trucs, j'adorais ça. Et du coup, vraiment là, je ne pouvais absolument plus me déplacer correctement, et c'était en parallèle justement de mes études quand j'ai repris. Et du coup, j'ai changé. J'avais pris pas mal de poids à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne un coach perso qui puisse adapter tous mes exercices pour moi, pour que ça puisse m'aller. Et puis, en fait, il m'a dit, avec ta génétique, ta morphologie, tu as plein de choses à faire. Ça te dirait pas de faire du culturisme? Et j'ai dit, pardon? J'ai dit, mais c'est à l'opposé de moi, parce que les compétitions de culturisme, c'est montrer son popotin en bikini, au talon, bling bling à fond. J'ai dit, mais non, mais jamais de la vie je fais ça. Et je me suis dit, c'est justement parce que je me vois pas faire ça que je vais le faire. Et là, j'ai entamé 2 ans et demi de préparation intensive à faire une perte de poids, une prise de masse et une perte. Et pendant 2 ans et demi. Donc, t'as fait du culturisme? Ouais, j'étais à 2 mois des championnats de France de culturisme, parce que je préparais en fait les championnats de France et après j'enchaînais sur Europe. Et c'est là où on y reviendra, mais j'ai eu l'opportunité de travailler pour un entrepreneur et de tout quitter. Et du coup, ça fait que à 2 mois de la compète, en fait, j'ai lâché toute ma vie des Landes, etc. pour Alors cet entrepreneur, c'est Anthony Bourbon, comme ça c'est dit, et ça nous fait du suspense, comme ça vous devrez écouter cette vidéo jusqu'au bout. Culturisme. Ouais. Quand on voit arriver, à aucun moment on se dit alors tu es stylé, petit t-shirt avec le nom de la marque de son entreprise que vous pouvez voir juste là, dans le branding de dingue, alors je dis pas que les gens dans la musculation sont pas élégants du tout, mais très élégantes. À aucun moment le culturisme on se dit mais pourquoi ce défi en fait, genre pourquoi et puis 2 ans j'ai accompagné les athlètes en prépa mentale dans le bodybuilding. Je connais la difficulté de ce que ça représente, et je pense que c'est un des sports
dans lequel j'ai vu de la difficulté, mais une difficulté mentale qui est de l'ordre c'est un combat contre soi-même constamment avec ton corps qui te demande de dire mais t'es complètement débile de faire ce que t'es en train de faire. Mange ce que tu es en train de faire, ne va pas t'entraîner, repose-toi. Pourquoi pourquoi t'as fait ça en fait? Ouais, goût du challenge. Je suis très très compète. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est performance. Je vis de ça, mais de la performance à condition que ça me fasse kiffer. Donc, Okay. ça, faut que ce soit aligné. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je voyais que je prenais du plaisir aussi à être accompagnée là-dedans. J'étais autant accompagnée sur le côté nutritionnel que pendant mes séances de coaching. Et je voyais qu'en fait, quand on m'encourageait, j'arrivais à faire des très belles choses et plus que la moyenne. Et en fait, le fait de me mettre une rigueur aussi dans mon quotidien, tu vois, je devais peser tous mes aliments, tous mes repas, 4 repas par jour. Je mangeais poulet, riz et banane 4 fois par jour, et enfin c'était au gramme près, quoi. Et en fait, c'est pour te dire, il y avait même, on partait faire des restos avec mes copains et tout. Je me préparais ma gamelle parce que zéro excès. Sinon, ça se voyait direct sur le physique, sur mes performances. Et en fait, le goût du challenge et me dire sortir de ma zone de confort, parce que je pense que c'est le résumé de ma vie, c'est qu'à aucun moment j'ai été dans ma zone de confort, et à chaque fois, tout ce qui s'est passé m'a poussée en dehors. Et en fait, c'est là où j'ai été la meilleure à chaque fois. Quand on vit cette expérience, moi je l'ai vécu avec qui s'appelle Julien Bréau, qui est devenu Mister Univers, Ouais. WWAB, je sais plus quoi. Il y en a tellement, je ne sais plus. Ouais. Moi je l'ai vécu en accompagnant Julien. Toi, tu ressors avec quel état mental de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a appris de passer par là? Parce que c'est physique, c'est mental, c'est alimentaire. Forcément, potentiellement, ça peut changer quelqu'un. Est-ce que ça t'a changé? Oui, déjà apprendre à connaître mon corps aussi, ce dont il a besoin et comment le faire, la terme de rigueur aussi, d'objectifs. C'est vrai, de tout mettre en place pour atteindre quelque chose. Et c'est que là, c'est comme tu disais, c'est de l'excès. C'est que en fait, si tu te loupes sur 1 gramme ou sur 2 grammes ou sur une mauvaise session d'entraînement, en fait, tu peux vite perdre de vue ton objectif ou être moins bonne. Et moi, il était hors de question que je sois moins bonne. Donc, ça m'a enrichi sur la discipline, sur le mental, beaucoup. Parce que quand tu fais des séances, je m'entraînais 16 heures par semaine, avec des séances où je dansais la samba, mes jambes tremblaient comme ça quand je sortais. Tellement mon corps, en fait, tu vas au-delà de tes limites à chaque séance. Et tu apprends aussi à récupérer. Donc, en fait, c'est un lifestyle que tu apprends aussi et que tu réintègres. Alors, aujourd'hui, je le fais plus autant, mais au moins j'ai des notions et ça me permet aussi d'avoir cette rigueur un peu de sportif, et c'est très lié à l'entrepreneuriat. C'est très proche. Ce qui est rigolo avec le bodybuilding, c'est que c'est des périodes de rush. Il y a la rush de la prise de poids, il y a le rush de la perte de poids jusqu'à arriver à la sèche, il y a le rush de la compétition, il y a le revenir à l'état en termes tu reviens à l'état normal, tu kiffes, 3 semaines, t'essaies de planifier pour que ton état physique se concorde avec toutes les compétitions que tu vas mettre, et finalement les photos que tu vas faire de toi où t'es sharp, complètement dessiné, complètement dingue, ça dure 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu le tiens pas. C'est impossible de le tenir. Impossible. Et ce qui est dingue, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a ces périodes de rush qui sont des rushs complètement dingues pendant des mois et des mois, puis parfois des périodes un peu moins. Forcément, je me doute que là, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, ces périodes-là, peut-être que tu les retrouves. En tout cas, est-ce que il a la même intensité? Tu vois la même intensité ou pas mais du tout? du coup, je les vis mieux parce que c'est plus... en fait, tu arrives très rapidement à faire le parallèle en termes de mental. C'est le même, c'est ton objectif, tu ne bouges pas, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, et en plus, tu kiffes le process. Donc, au final, c'est vrai que c'est encore une fois, ouais, c'est très lié, tout est parallèle, quoi. T'es quand même pas déçu qu'il y a 2 mois, t'aies pas fait cette compète? En fait, c'est une déçue, non, parce qu'encore une fois, je savais, moi j'adore les objectifs, et je savais que là, j'allais l'atteindre, et du coup, quel était le next step et tout. Donc,
J'avais quand même cette notion de me dire, c'est pas ma vie, je gagnais pas d'argent à faire ça, c'était un hobby. Donc, est-ce que je privilégiais le moment carrière ou le moment personnel? C'était très vite vu. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition dès très jeune pour faire ce que j'aimais et de le faire que ça soit cool après pour la suite. Ce qui est bien, c'est que là, normalement, si je pourrais enchaîner sur qu'est-ce qui s'est passé ensuite, mais on va revenir un peu en arrière. Ouais. Ça se passe comment pour toi, plus jeune, ta vie de femme? Parce que là, tu dis que tu as quitté l'école, c'était pas génial, et qu'ensuite tu rentres rapidement au McDo. Parle-nous un peu début, qu'est-ce qui est pas génial et pourquoi l'école c'est pas super stylé pour toi? Ouais. C'était pas stylé parce que j'ai vécu beaucoup de harcèlement, donc forcément c'est pas cool quand tu te construis et que t'es une jeune fille blonde aux yeux bleus, plutôt mignonne, et du coup ça attise beaucoup de jalousie. Ça aussi c'est un gros sujet, ma relation aux femmes, on va dire. Et en fait c'est que je n'avais pas ma place à l'école et je n'avais pas ma place non plus à la maison. Alors on pourrait entendre que si j'avais ma place à la maison, mais en fait, la vérité, c'est que non. J'avais aussi du harcèlement moral à la maison, beaucoup de moments compliqués qu'un enfant n'est pas censé vivre pour sa construction. Mon papa était très absent. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mon père et il y a aussi, bien plus tard, j'ai cuté avec eux pour me construire, moi, d'une bonne manière, mais mon père, lui, il était très souvent absent, très rarement là pour mes anniversaires, alors que c'était une des personnes qui comptait, qui compte aussi le plus pour moi. Et en fait, c'est ma relation avec donc à la maison avec ma mère qui était là, mais qui était très malsaine, qui fait que du coup c'est un peu compliqué. Elle exigeait beaucoup de choses de moi qu'elle-même n'était pas capable, et il y avait beaucoup de discours malsains en fait à mon égard, beaucoup de chantage, beaucoup de manipulation, et ça c'est vrai que pour se construire c'est assez compliqué. Et à l'école, quand tu sors de chez toi et à l'école c'est compliqué, tu dis que t'avais pas ta place de femme, genre ça veut dire que ça se traduisait comment? Genre c'est... J'étais dans ma chambre et puis je m'évadais ou je m'exprimais de manière artistique. En fait, c'était plus ça, parce que j'étais pas entendue par mes parents. Quoi que je dise, c'était pas pris en compte, ou je voyais bien que je les saoulais. Alors que j'avais besoin, moi, de m'exprimer. En fait, je pense que j'avais une maturité et j'analysais beaucoup de choses. Et c'est une force d'ailleurs aujourd'hui, parce que le fait de devoir me taire, je suis devenue très introvertie. Et en fait, pour essayer de comprendre le monde qui m'entourait, pour pouvoir être acceptée, en fait, j'ai dû analyser comment l'humain se comportait. Donc ça a commencé dès le collège, ce qui est une force aujourd'hui, parce que quand tu travailles avec des founders, justement, c'est savoir qui ils sont, comment ils réagissent, etc., pour m'imprégner d'eux et savoir comment communiquer à leur place. Donc c'est vrai que ça a été vraiment très compliqué dans l'enfance. Ouais. C'est quoi les stratégies que tu as utilisées quand tu étais plus jeune pour justement essayer de réussir à ce que ces choses elles changent? Est-ce que t'en as conscience? Est-ce que t'en as en tête à nous partager? Eh bien, je ne sais pas. En fait, c'était vraiment une carapace. Je me suis mise... j'ai essayé à chaque fois, tu vois, par des moyens, tu vois, qui pouvaient nous rassembler, où je voyais qu'il y avait des points où on pouvait être en adéquation. J'ai essayé, mais au final, je voyais que j'étais très vite rejetée ou moquée. Donc non, je pense que ça a été plus comme une tortue, hop, dans sa carapace, on attend, mais on analyse tout ce qui se passe. Et du coup, j'arrivais pas. En fait, je communiquais pas. En fait, tu restais seule, donc en fait, finalement, le sport et la créativité et tout ça, c'était l'exécutoire, c'était l'endroit où tu pouvais... Ouais. C'était mes seuls points de refuge. Et c'est rigolo parce que tu as fait de l'équitation. Ouais. Tu avais de l'équitation pendant très longtemps, tu me disais, c'est une vingtaine d'années. Ouais. L'équitation, c'est que, je pense que tu dois le savoir, il y a même de l'accompagnement aujourd'hui qui se fait grâce aux chevaux. T'as eu cette relation avec le cheval ou avec les chevaux. Est-ce que toi, en fait, pour de vrai, ma femme, elle a fait du cheval pendant très longtemps. Et on s'est rencontrés quand on était au lycée, mais c'était pas ma femme à l'époque, c'était pas ma copine même. Et donc elle a fait beaucoup de cheval, donc je connais tout l'univers qu'il y a autour du cheval. Et quand je me suis mis moi dans l'accompagnement, on nous parlait de l'accompagnement. Comment s'appelle l'accompagnement? L'éthologie ou... Peut-être. J'ai pas le terme, donc j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, peut-être l'éthologie, peut-être. Où on fait venir des gens, même des dirigeants. Ah, pardon, l'hypnothérapie.
Ça, c'est... Avec les chevaux? Avec les chevaux, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, peut-être. Ouais, Et en fait, moi, je trouvais ça hyper chelou, genre hyper bizarre. Et j'avais dit à ma femme, parce que moi, je vois le cheval où tu montes sur le cheval, tu vas faire une petite balade dans les bois, tu fais ton petit truc tu tournes à gauche, tu tournes à droite, et potentiellement, c'est pas du sport, parce que la personne qui fait du sport sur le cheval, c'est le cheval. Bah oui, évidemment. Y a pas de sujet, tu fais pas vraiment du sport. Et j'ai appris à découvrir tout l'écosystème qu'il y avait autour. Et j'avais posé la question, en fait, pour de vrai, genre, il se passe un truc avec le cheval. Et en fait, ce qui est ouf avec les chevaux, c'est que ils ont un comportement qui t'apaise tout de suite. J'ai été hyper, en même temps, impressionné, et en même temps, je me suis dit que c'est pas un minimum bullshit, tu vois. Et en fait, il y a un truc avec les chevaux. Est-ce que toi, t'as aussi presque fait ta thérapie avec le sport et le cheval un peu comme ça? Inconsciemment, c'est vrai que c'est marrant parce que je me suis jamais posé la question. Mais c'est vrai que c'est un peu la relation qu'on va avoir aussi avec les chiens ou nos animaux de compagnie. Mais c'est vrai que ce sont des êtres très sensibles et en fait, eux aussi ont leurs moyens de communication, la position des oreilles, comment ils vont se positionner sur leurs sabots, etc. Donc c'est vrai que eux aussi en plus ressentent énormément ce que nous on va dégager. Si on a peur qu'on va être crispé, ils vont le sentir et du coup à cheval on va faire de la merde et tout. Donc c'est vrai que des relations la relation avec l'animal est quand même très cool et tu te sens pas jugé en fait. Il y a aussi ce truc là de se dire lui un peu comme un chien au final, lui il va nous prendre tel qu'on est. Il va même pas nous juger et puis c'est une relation de confiance qui va se lier parce que si tu veux faire encore une fois, si tu veux faire des performances, bon, beaucoup plus loin, mais si tu veux déjà avoir une relation avec ton cheval, t'as intérêt à ce qu'il ait confiance en toi parce que s'il sait que tu le bats, etc., il va s'éveiller et puis donc c'est des êtres sensibles et qui t'apportent aussi beaucoup de choses. Ouais. T'as voulu devenir professionnel dans le sport hippique, ça. Pour la suite, tu t'es pas dit genre ça va devenir ma vie, je vais devenir athlète ou faire de la compétition ou vivre avec. Athlète, pourquoi pas. Oui, je me suis posé la question. J'étais vraiment bercée dedans. Enfin, j'adorais ça. Non, moi, ce que j'adorais faire, c'était ce que j'aurais aimé faire, c'est garde à cheval. Mais mon espoir s'est très vite arrêté quand j'ai dit à ma mère en rentrant un jour, je sais ce que je veux faire garde républicaine. Elle m'a dit non, mais il faut faire 1m80, laisse tomber. Bon, je vais trouver autre chose. Mais il fallait vraiment faire 1m80 ? Apparemment, ouais, c'était les critères de sélection avant, il y a longtemps. C'était il y a 15 ans, oui, je pense, 15 ans. Et cette chute, quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe pour toi ? C'était compliqué. Alors, en même temps, j'ai pas été maligne parce que je sortais d'une semaine de ski intense. Je voulais absolument aller au cheval pour m'entraîner. Je tombe hyper bêtement sur mes genoux. Hop, double fracture. Pendant 11 mois avec tous les soins, etc. Moi, il me tardait qu'une seule chose, c'était de remonter à cheval, quoi. Tu tombes, il faut que tu remontes, quoi. Donc ça a été compliqué, un peu le néant, beaucoup de côtés artistiques du coup qui sont venus pour pouvoir combler ce manque. Quoi ? Tu parles de quoi quand beaucoup de dessins, beaucoup de dessins, de la photo aussi avec mon tout petit appareil que j'avais, mais je faisais avec les moyens du bord. Et à quel moment tu vas ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que McDo, ça a été une belle façon pour toi de aussi t'extirper de cet environnement. Est-ce que tu retrouves ce que tu vis à l'école quand tu pars chez McDo ensuite, en cas tu commences à bosser chez McDo ? Non, pas du tout, parce que je ne sais pour quelle raison, en fait, au lycée, au lycée, en fait, ma perception de moi a changé. Je pense que je me suis fait une raison que j'allais pas plaire à tout le monde. Je dis, ok, c'est pas grave. Et puis, il se trouve qu'en plus, au lycée, après, ça se passait super bien. Moi, j'ai vécu mes meilleurs moments à l'école, c'était au lycée. Et puis, le McDo, en fait, étrangement, et je pense que c'est ce que moi, il me manquait quand j'étais jeune, c'était de pouvoir parler avec des personnes plus matures que moi, parce que j'en avais besoin. Et pour avoir aussi ce côté un peu référence, intelligence aussi beaucoup. Et en fait, je me retrouvais dans le monde du travail. Donc pour moi, c'était le monde des grands. Mmh. Et donc du coup, de devoir suivre des règles, etc., j'ai toujours aimé ça et me dire...
ok, ça c'est ce process-là, mais du coup je voyais un peu ce qui se passait autour. Ah, elle est formatrice, ah, elle est chef d'équipe. Ah, et puis attends, il y a Swing, et puis il y a manager et tout. Mais attends, mais ça se trouve, je peux monter une franchise McDo et je vais... En fait, ça a très vite fait comme ça. Et j'ai de suite eu beaucoup d'ambition, donc je pense que c'est ce moment-là où j'ai réussi à me détacher un peu de tout ce harcèlement, etc. Vu ma vie, je décide de quitter mes parents aussi, ce qui m'a fait énormément de bien, parce que j'étais plus dans ce nuage négatif qui me plombait beaucoup. Donc ça a été un peu la délivrance. Et il y a aussi une personne formidable qui est mon futur mari, qui justement à cet âge-là arrive à me sortir en fait de cette condition que j'avais. Et lui, il me dit viens chez mes parents, viens. Et puis après, on s'est très vite mis en colocation. Enfin, on était ensemble et ça s'est fait un peu comme ça. T'avais quel âge quand tu commences à aller au McDo et que tu t'extirpes de chez toi? T'avais quel âge? Ma première saison, c'était à 16 ans et je suis partie de chez mes parents à 17 ans. Comment ça se passe? Tes parents, ils te voient, tu pars pas du jour au lendemain, mais en fait, tu fais des allers-retours, tu pars du jour au lendemain. Comment ça se passe? Non, mais en fait, je pense que ça s'est fait assez violemment, entre guillemets, parce qu'en fait, mes parents étaient pas OK que je vois donc mon futur mari qui s'appelle Romain. Donc, ils étaient pas OK que je vois Romain, et qui m'apportait beaucoup de bien intellectuellement. Et en fait, il y a un moment où j'ai dit, il est juste devant la maison, j'aimerais bien juste aller le voir. Et puis je rentre. Ils m'ont dit, ah non. J'ai dit, si, là, ça me fait vraiment du bien, j'en ai besoin. Et en fait, ils m'ont fermé la baraque et je me suis retrouvée dehors. Donc, c'est là, à ce moment-là, en fait, où il m'a pris un peu sous son aile et il m'a dit, attends, viens, j'ai une famille qui est vraiment incroyable, avec tous leurs défauts, etc., mais qui est foncièrement bienveillante. Et j'ai redécouvert un peu ce que c'était la famille et ce dont je rêvais. Et à partir de ce moment-là, t'es plus jamais retourné chez tes parents? Et après, en fait, ils ont très mal pris le fait que je parte. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, les petits retours. Et j'ai dit, peu importe ce que vous pensez, je prends mes affaires et merci. Aujourd'hui, tu leur parles encore? Tu leur parles plus? C'est très compliqué. Ok, j'ai un parcours quasiment similaire. Je sais. Je sais, je le vois très bien. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos parcours, dans la manière. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis hyper content de pouvoir te faire découvrir aussi aux gens qui vont t'écouter. Parce que oui, en fait, il y avait souvent des regards de mecs, en fait, de mecs qui ont l'opportunité de dire, dans mon parcours, des mecs, il y en a quand même beaucoup qui ont l'opportunité de le dire, et j'en fais partie. Il y a moins des femmes, j'ai l'impression, qui ont l'opportunité de se dire, c'était compliqué avec mes parents aussi, et là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que, 17-18 ans, t'es quasiment, ta vie, elle se lance, tu bosses comme tu peux. Et finalement, aujourd'hui, on va venir sur Founder et tout ce que tu as pu réaliser, parce que tu as des trucs hyper cool à raconter sur cette partie-là derrière, mais que finalement, y a moyen de s'en sortir. S'il y avait une personne, une jeune femme qui est en train de potentiellement de vivre la même histoire que toi, là, ou qui a vécu la même histoire que toi et qui nous écoute, t'aimerais lui dire quoi? Ou t'aurais aimé, si tu t'écoutais à l'époque, qu'est-ce que t'aurais aimé entendre, toi, si tu nous écoutais là? C'est surtout penser aussi à soi, à ce qui va être bon pour nous. C'est-à-dire que si on sent que tout ce qui est autour de nous plombe et nous tire vers le bas, c'est trouver la force, et c'est hyper dur, mais réussir à trouver la force, peu importe de quelle manière elle est, de pouvoir justement de sortir de ça et de s'entourer au maximum. Surtout moi, je pense que s'il n'y avait pas eu Romain à ce moment-là, je pense que je serais restée encore des années à me plomber, tu vois, chez mes parents. Donc c'est hyper dur sur le moment à vivre. C'est essayer de reprendre au maximum de recul sur toute cette situation, de bien peser le pour et le contre, de se dire oui, il se passe vraiment ça, et de faire le constat aussi, parce qu'on réalise pas aussi quand on est dans cette situation-là, que ça nous plombe et tout. On se dit mais non, mais soi-disant ils veulent vraiment mon bien, mais en fait au final, dans les faits c'est pas ce qui se passe. Donc c'est prendre du recul, s'entourer et trouver la force de sortir de ça, quoi. Donc si Romain nous regarde, merci Romain en fait, hein. Merci beaucoup. J'ai l'impression. On va faire un bon duo, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde là-dessus, plus peut-être? Il y en a un qui te vient là sur cet aspect-là, non? De quoi, pardon? Un peu plus. Je vais pas trop le sujet de ta famille. Est-ce qu'il y a un sujet? Ouais. Est-ce que tu as des sujets que
veux qu'on aborde ou pas? Non, si tu veux, les relations aux femmes, parce que moi, ça, je pense que c'est intéressant. Relation homme-femme, entre toi et... Ouais, la relation aux femmes, parce que, en fait, moi, je suis entourée que d'hommes, principalement. Et il n'y a pas beaucoup de femmes. En fait, tu entends beaucoup le discours, si tu veux, des femmes, il faut être soudées, etc. Et en même temps, il y a aussi le côté où c'est OK, tu vois, d'être aussi entouré d'hommes. C'est pas forcément mal perçu aussi. Ok. La question que je pourrais poser par rapport à ça, c'est... Si tu trouves ça pertinent. Hein. Non, mais après, si, totalement. Non, mais je vois très bien. J'essaie de la tourner comme ça. 1, 2, 3. Je veux voir ce que ça donne. Forcément, quand on est une femme et quand on est entrepreneur et qu'on vit ce qu'on a là actuellement, peut-être ton rapport entre les hommes et les femmes, le fait du harcèlement aussi, tu sais que t'as pas ta place parmi les autres femmes. Comment toi tu vis cette relation homme-femme? Bah pour moi, c'est hyper compliqué avec les femmes parce que déjà, avec ma mère, ça se passait pas bien. Les personnes principalement à l'école qui me harcelaient étaient des jeunes filles. Et en fait, moi, là où je me sentais le plus comprise, c'était avec les garçons. Il n'y avait pas une question d'ambiguïté ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, je trouve que l'homme est plus rationnel, va plus droit au but et sans chichi, sans gna-gna. Et en fait, c'est là où moi j'ai toujours voulu aller. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué à vivre quand t'es jeune. Et aussi, quand t'es adulte, t'as beaucoup de réflexions aussi comme ça. Parce que par exemple, je me marie l'année prochaine, mes 2 témoins sont des hommes. Et j'avais pas beaucoup de filles, de demoiselles d'honneur, en fait, j'avais que des hommes. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup tout le monde. Ah bon, mais vous êtes pas entouré de femmes et ça? Bah non, mais c'est OK. C'est que, en fait, il faut se sentir en adéquation avec les gens qui nous entourent aussi, peu importe que ce soit des femmes ou des hommes. Après, justement, je trouve ça bête que les femmes entre elles se tirent dans les pattes, etc. Donc, de là être féministe, etc. Je pense que oui, chacun doit avoir sa place, ça c'est OK, mais c'est aussi OK de pas vouloir forcément s'entourer, parce que t'es une femme, de vouloir s'entourer que de femmes aussi, quoi. Aujourd'hui, t'as beaucoup plus d'amis femmes ou c'est toujours encore un peu... Que des hommes. C'est moi, tous mes potes, c'est des gars, mais c'est OK parce que en fait, aussi en termes de mindset, ça va très bien. Moi, je suis toujours à vouloir tester plein de choses, faire du sport. Emma, on va faire une session foot. Vas-y, moi je viens avec vous. On va aller voir le match de rugby. OK, c'est trop cool. On va faire du karting. On va faire du trail et tout. Vas-y, moi je vous suis. Enfin, il y a pas de raison que moi je reste à la maison ou que je fasse autre chose ou. Ouais, t'as pas le côté girly ou le côté très féminin de on reste entre filles, on papote, on discute. Non. Ce qui n'est pas du tout quelque chose de négatif en soi, hein, d'accord. Je suis pas en train de dénigrer qui que ce soit en faisant ça et en disant ça. Mais t'avais pas ce côté. C'est vrai que ma femme, elle est très avec ses copines, très discussion. C'est pour de vrai, c'est des vrais nanas, pour le coup. Et c'est sûr que si je lui dis d'aller faire un foot ou d'aller faire quoi qu'un trail sport, elle ferait. Mais elle a quand même ce côté très, très féminin qui est très... En fait, il y a un côté social féminin. Toi, tu as un côté social, mais plus très masculin. Ouais. Pour le coup, aujourd'hui, tu l'assumes pleinement? Tu n'as aucun problème par rapport à ça? Bah ouais, je vois pas... Qu'est-ce qui pourrait être gênant, enfin, dans le sens où, encore une fois, il y a toujours cette question-là où on dit, mais attends, il y a de l'ambiguïté, forcément et tout, mais en fait, non, c'est limite mes frères, et nous, quand on se retrouve, je suis toujours la seule nana, mais parce que, en fait, les activités, mon mindset, etc., sont en adéquation avec ce que eux ils font. Mais en fait, ça s'est fait naturellement, c'est pas une volonté, et c'est OK. Et je pense que inconsciemment aussi, j'ai plus confiance à la base aux hommes à cause de mon parcours que aux femmes. Et du coup, ça me rejette, ça m'attire plus vers le côté masculin, quoi. Alors forcément, là, tu me donnes l'opportunité de te poser une question qui est un énorme débat. Oula. L'amitié homme-femme, donc c'est vrai. T'es en train de nous dire que l'amitié homme-femme, c'est possible. Bah apparemment oui, moi c'est le cas et très sainement, hein, donc oui. Donc c'est faisable. En fait, je dis ça en rigolant. Pour de vrai, j'ai plein d'amis. C'est parce que moi j'ai plein d'amis femmes, beaucoup plus. J'ai l'impression que de mecs. Et il y a forcément le fameux débat de est-ce que homme-femme on peut être amis, est-ce qu'il y a une ambiguïté. Donc toi, ton postulat il est simple, c'est amitié homme-femme, ça existe.
Bah oui, la preuve. On lancera pas le débat, mais en tout cas, en commentaire, est-ce que vous croyez que l'amitié homme-femme existe? Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que non. Et pour de vrai, je me pose la question, même si j'ai plein d'amis femmes, moi je me pose la question, est-ce que dans le temps, est-ce que possiblement, je dis pas qu'il y en ait tous les deux, hein, tu vois, mais forcément qu'il y a un moment, il peut se passer quelque chose. Ah ouais. Est-ce que c'est homme-femme? Bref, c'est pas le débat de ce podcast, mais en tout cas, tu es la preuve vivante que amitié homme-femme c'est faisable. Bon, moi aussi pour le coup, mais c'est forcément un débat. Comment ça se passe après, une fois que tu fais, que tu continues à évoluer au McDo, est-ce que tu prends des responsabilités? Est-ce que tu grandis dans ce poste-là? Et comment ça se passe? Ouais, je grandis, oui. Donc, je suis passée de équipière polyvalente, formatrice, chef d'équipe, swing, c'est en gros manager, mais sans les petits gadgets d'ouverture du restaurant, etc., mais qui ont les mêmes responsabilités. Et puis après, manager. Et c'est vrai que après, c'était encore plus dur de passer directrice parce que il y a qu'une place. Et puis ça commençait un peu à jaser. Et puis disons que le mindset au McDo est pas très haut entre guillemets. C'est un peu malsain, c'est un peu fourbe. C'est beaucoup de turnover aussi. Puis c'est des personnes qui n'ont pas de grandes ambitions et du coup ça allait pas trop. Étonnamment, je m'entendais extrêmement bien avec le gérant, celui qui avait créé le McDo, parce qu'il voyait très bien mon potentiel, mon envie, mon ambition, etc. C'est marrant parce que on l'a recroisé il y a pas longtemps. Il me dit, t'es sûr, tu veux pas, viens, je refais. Non, je suis très bien là où je suis. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il a fallu que je parte à ce moment-là. Alors, expérience de ouf, parce que OK, management à l'américaine, mais en termes de process, pareil, encore cette question de discipline, respect des process, le management aussi, de savoir, parce que je gérais autant des personnes saisonnières de 16, 17, 18 ans que des personnes qui avaient 50 ans aussi. Donc, c'est toute cette relation-là aussi qu'on construit, que j'apprends. Et comment je l'ai fait à la sueur de mon front, parce que justement, c'est que du copinage et qu'il fallait être bien vu, etc. Moi, j'étais très rationnelle côté pro à fond. Et en fait, je me vois quasiment tous les soirs à la fin de mes rushs, même s'il était minuit, 1h du matin, aller dans le bureau des managers. OK, comment j'ai été sur ce rush-là? Quels sont mes axes d'amélioration? Comment je fais après? Quels sont mes objectifs pour l'après? Et en fait, je l'ai eu à l'usure, à la sueur de mon front, parce qu'il voyait très bien qu'il n'avait rien à me reprocher et que j'avais toutes les qualités et toutes les compétences pour pouvoir monter. Donc ça s'est fait comme ça a pris longtemps, mais ça a été... Je l'ai pas fait par le copinage, mais je l'ai fait plus par le mérite. Tu fais McDo, la muscu en même temps? Non, la muscu, ça arrivait bien après. Mais par contre, je faisais école et McDo pendant les 3 premières années. Donc, du lundi au vendredi, j'étais en bac S. Je préparais un bac S. Et du vendredi soir au dimanche soir, j'étais au McDo. Et entre mes rushs, j'étais en salle équipier pour pouvoir gratter mes lignes, pour pouvoir bûcher mon bac. Ça a été 7 jours sur 7 pendant 3 ou 4 ans, 4 ans, parce que je l'ai redoublé. Mais... je l'ai eu. T'as appris quoi chez McDo qui te suit encore aujourd'hui? À part bien évidemment les process, mais est-ce que ça a développé chez toi quelque chose que tu peux encore garder, que tu utilises aujourd'hui chez Founder? L'orga. Je pense que... Alors forcément, c'est pas la même, mais on peut le transposer aussi. Le fait de réfléchir vite et bien, de prendre les décisions très rapidement. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, c'est dans la seconde en fait qu'il faut prendre la décision. Le fait de travailler en équipe aussi, et puis des notions de management qui sont autres que ce que je fais aujourd'hui, mais ça donne aussi des bonnes bases et un bon exo pour le faire. Pourquoi tu quittes McDo? Parce que trop de copinage à ce moment-là. Je sentais que j'étais plus forcément à ma place et surtout j'avais besoin de d'autres challenges et je savais pas forcément où j'allais, mais je savais qu'il fallait que je bouge, quoi. Intellectuellement, c'était compliqué, c'était limité. Bouger pour faire quoi? Et du coup, j'ai repris mes études. Et forcément en alternance parce que j'avais pas papa-maman derrière pour pouvoir me payer mes études ou mon logement, etc. Donc, j'ai fait des sacrifices. Je suis passée, je crois que j'étais à 1 800 € au McDo et je suis repassée à 800 € en alternance. Et comme ça, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'avec mon copain, donc toujours Romain, on a quitté nos boulots respectifs pour reprendre nos études en même temps. Donc en fait, on a serré la ceinture à fond,
Mais on s'est dit, de toute façon, le mal qu'on se fait là, c'est pour le mieux après. Donc, on va le faire maintenant. Et j'ai repris, du coup, une alternance dans les négociations relations commerciales. Et je voulais faire comme papa pour avoir un peu de... Comment dire, pour que mon père puisse être content de moi, essayer qu'il soit fier, quoi. Pourquoi vouloir rendre autant fier ton père? Ou faire, en tout cas, faire comme ton père? Ça, c'est un gros sujet. En fait, mon père, c'est c'est un perfectionniste, mais je dirais à l'extrême. C'est-à-dire que quelque chose que je pouvais faire bien, c'était nul. Et quelque chose que je pouvais faire très bien, c'est bien. Et en fait, à aucun moment, j'arrivais à avoir de la fierté dans les yeux de mon père. Ou quelque chose, tu vois, qui faisait qu'on était vraiment... où on avait une vraie relation père-fille. En plus, qu'il soit souvent absent, etc. Mais les seuls moments où il était là... c'était compliqué. C'était compliqué d'avoir un peu de fierté ou d'avoir, comment on dit, de la reconnaissance, en fait, de mon père. Et en fait, les seuls moments, c'est trop... Bref, les seuls moments en fait que j'ai trouvé pour pouvoir passer du temps avec mon père, c'était pendant les matchs de Roland-Garros et un peu de F1 et sur Stade 2 et je regardais les trucs avec mon père ou de la musique et ça m'intéressait pas forcément au premier abord, mais en fait je savais que c'était le lien, enfin quelque chose qui pouvait nous rapprocher et donc je pensais ça. Donc c'est un peu marrant parce que j'ai suivi Venus Williams pendant longtemps et On va en parler juste après. Donc, en fait, finalement, t'arrives à passer ce diplôme. Ton père est fier? Ouais. Fier, je sais pas, parce que du coup, lui as j'avais posé la question? coupé les ponts. Ah ouais. Non, ouais. C'était un moment où, en fait, j'avais complètement coupé les ponts avec mes parents. Donc, mon bac plus 2, ma licence et mon master, mes parents savent même pas que j'ai eu mon master. Enfin, on est loin de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont peut-être te découvrir sur le podcast en train de parler de ça? Ils se doutent. Peut-être qu'ils se doutent. Tu sais, j'ai une maman qui stocke beaucoup. À ne pas mettre dans l'interview, s'il vous plaît. Mais franchement, moi je suis pareil. Hein. Je sais que moi j'ai pas de relation, j'ai plus de relation parce que moi mon père est décédé et ensuite ma mère plus du tout de relation depuis des dizaines d'années maintenant. Forcément, je sais qu'elle stalk. Forcément, je sais qu'elle regarde ce podcast. Forcément, je sais qu'elle écoute ce que je dis potentiellement. Pour de vrai, ça n'a aucune importance pour moi, ce genre de choses. Forcément, peut-être que le temps va jouer aussi son œuvre pour la suite. Mais c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça y est, t'as ce diplôme, t'as tout ce qui... Ça y est, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, du coup, vu que j'aime bien faire plein de choses en même temps, je faisais beaucoup de photos aussi en free. Donc c'est quand même une place importante et après à ce moment-là ma dernière alternance, ils n'ont pas les moyens de me prendre en CDI, donc naturellement je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire encore une fois? Pas grave, je me mets en freelance, je fais de la photo, etc. Et puis il passe quelques mois que je restructure bien ce que je voulais faire et au final je tombe sur une annonce LinkedIn de justement Anthony Bourbon qui cherchait quelqu'un pour son personal branding. Et il faut savoir que ça faisait déjà 1 an que j'avais fait construire ma maison dans les Landes, bien implantée avec mon copain, mon petit chien, mon scénic familial, voilà, tous les stéréotypes que je ne voulais absolument pas, je l'ai eu. As-tu un labrador? Non. Non, dommage. C'est une autre espèce toute mignonne aussi. Mais les gros clichés, et en fait, on s'est posé la question, justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, je regarde la liste de ce qu'il fallait faire, l'émission, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est juste le cumul de mes 10 années précédentes. Donc, dans l'image, dans la communication, le marketing digital, savoir gérer des personnes, tout était cumulé. Et donc, du coup, je me dis, pourquoi pas? Je vois l'annonce à 9h, je me dis, j'ai pas de lettre de motif, j'ai pas de CV à jour, j'ai rien, parce que moi, là-bas, je voulais être en freelance. Je dis, j'ai mis 3 heures, j'ai tout remis au clean, je l'ai envoyé direct, j'ai relancé et puis après, avec des entretiens, je crois que j'ai eu 3 entretiens, il fallait que j'envoie aussi un cas pratique sur ma vision de ce que je voulais mettre en place, de comment je voyais les choses pour Anthony. Je décroche le fameux rendez-vous avec Anthony de rendez-vous de 45 minutes, pour lui exprimer ce que je voulais faire, etc. Au final, ça a duré 1h30 et ça a matché direct. Il m'a dit, écoute, franchement, j'aime beaucoup ta vision, etc. Écoute, je pense que c'est toi qu'on va prendre, mais tu commences dans 5 jours. Et sauf que 5 jours à Paris.
Donc, c'était là la grosse question de réagir vite, prendre la bonne décision. Il fallait que je voie aussi avec mon copain parce que je quittais aussi notre maison, etc. Puis il y avait forcément il y a une question de relation aussi qui toutes les questions se posent. Et en fait, je me suis dit mais l'opportunité elle est trop belle pour que je la saisisse pas. Mon copain m'a dit encore une fois, il a été bon, c'est qu'il m'a dit hey, prends ce que t'as à prendre, t'y vas, moi je t'attends. Quoi qu'il arrive, on va s'arranger. S'il faut, tu fais les allers-retours toutes les semaines. C'est ce qui s'est vraiment passé. Mais retour Paris-les Landes toutes les semaines. Et il me dit, vas-y, moi j'ai de la belle famille. Bon, elle est à 2 heures des bureaux de là où je devais bosser. Tu fais les allers-retours pendant un moment, puis tu vois, puis tu prends un appart si jamais, et puis on s'organise. Mais vas-y, fais-le pour toi. Et je l'ai fait. Donc, je me vois prendre toutes mes valises, etc. On monte à Paris. Et puis, effectivement, 2 jours après être montée à Paris, je commençais direct dans les bureaux. À quel moment tu rejoins son aventure? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Anthony Bourbon, dans le monde entrepreneurial, est une figure que tout le monde connaît, tout le monde a forcément entendu. À quel moment tu le rejoins dans son aventure, Anthony? C'était juste avant sa première émission de Qui va être mon associé. Donc, c'était cool de voir le avant, après, enfin, le avant, pendant et après. Et donc, on a commencé à travailler. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein. Il y a Mélanie qui est très présente dans le parcours d'Anthony depuis. Il en parle souvent, en plus, je crois. Il en parle quand même relativement. Ouais. Qui m'a beaucoup, beaucoup appris parce que c'est cool de faire 10 ans d'expérience, mais comment tu les mets en un seul bloc et comment tu arrives à les concilier. Donc, c'est tout ça que j'ai appris pendant des mois, des opportunités géniales à pouvoir le suivre, du coup, sur toutes ces interventions médiatiques, etc. Et il en a fait, et il continue d'en faire. On le voit beaucoup, et il gère hyper bien sa com. Il est très bien entouré aussi. Il y a pas de secret. C'est une question aussi d'entourage, de vision. Mais oui, c'est très fort. C'est-à-dire que là, tu es en interne dans le service, en tout cas dans le service autour d'Anthony. À ce moment-là, est-ce que tu apprends des nouvelles choses? Est-ce que tu testes des nouvelles choses qui sont cool? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, apprendre déjà à composer avec le personnage qui est très clivant. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, et ça rejoignait beaucoup en fait comment mon père était avec moi, c'est en fait tu parles pas pour rien dire. Si tu parles, c'est que tu as quelque chose à apporter et limite, il faut que ça fasse waouh. Enfin, il fallait que je me réinvente et que j'essaye de taper là où on m'attendait pas. Et en fait, ça a été tout ce travail. Puis plus le fait de comprendre en fait comment rallier toutes mes expertises en termes d'organisation, etc. C'est vrai que ça a été un gros challenge qui a fait que ça m'a ça m'a ouvert des portes pour après qui sont géniales, quoi. T'as travaillé combien de temps avec Anthony? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe après l'aventure? Franchement, Anthony, on peut potentiellement voir ton job, je pense, sur les derniers mois, dernières années avec lui. Qu'est-ce qui se passe après Anthony? Après Anthony, en fait, je me dis, est-ce que justement, si Anthony en a besoin, forcément que ça se réplique, il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Et en fait, ça a été là tout le challenge, c'est de me dire ce que j'ai fait pour toute la méthode que j'ai fait pour Anthony, comment je le réplique pour d'autres personnes. Et en fait, ça a été, ça m'a aussi ouvert des portes au niveau des contacts, des personnes qui voyaient mon travail ou qui ont vu ce que j'avais fait et qui m'ont dit, moi aussi, je veux que tu le fasses pour moi. Et donc, j'ai jamais eu à prospecter. On a toujours parlé de moi. C'est toujours été grâce à la recommandation que j'ai pu bosser avec vraiment des founders trop cool. Et ça a été comment je m'adapte, parce que forcément quelqu'un qui est clivant ne va pas aller avec quelqu'un qui est plus réservé ou qui est dans un autre domaine d'activité, dans le Web3, dans la food ou le travel ou etc. Donc ça a été tout le gros enjeu derrière, et puis aussi beaucoup de photos. Et c'est à ce moment-là que j'ai été repérée par une boîte de prod renommée en France. Est-ce que tu peux nous dire le nom ou non? Of course, avec plaisir. Dis-nous le nom. La Clé Production. Ok. Donc une team de gars, encore une fois, qui m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, tu sais, shooter du concert, pas du tout. Allez, viens avec nous. Au final, ils ont fait, waouh, c'est trop bien. Tu sais, shooter de la mode? Non, tu t'envoles avec nous à Los Angeles pour Lacoste. Il y avait Venus Williams à shooter, etc. Waouh.
Et en fait, ça a été donc ce qui est incroyable, c'est que ça a été un complément de ce que je faisais en personal branding parce que du coup, je le voyais à un autre niveau. Donc, j'étais dans la partie opérationnelle aussi, mais forcément, il faut être encore plus agile, avoir des meilleures idées. Enfin, tout est un autre niveau quand tu travailles auprès de ces personnes-là. Donc, challenge à fond. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que c'est un autre niveau? Qu'est-ce que toi tu repères qui fait que tu dis ouf, tout de suite là on passe un step? C'est quoi les éléments que tu vois? Déjà, je pense que si tu es fan des personnes avec pour qui tu travailles, déjà, c'est pas la bonne chose. Ouais, c'est mort. Ouais. Et justement, j'aurais pu être fan de Venus Williams parce que c'était les seuls moments, en fait, qui me reliaient avec mon père. Donc, moi, je l'ai vu, j'ai vu toute, une grande partie de sa progression. Donc, forcément que si j'y allais et que j'étais fan, j'aurais pas pu en tirer grand-chose. Donc, c'est comment, en fait, tu restes la personne de l'ombre. Comment tu fais pour t'effacer, pour mettre en lumière l'autre. Aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à t'accorder et il faut que tu le fasses bien. Et l'exigence, elle est extrême. Là, on parle de référence mondiale. Autant tu as le droit un peu à l'erreur pour d'autres projets, autant pour ces personnes-là, tu as intérêt à avoir les bonnes idées au bon moment, la bonne exécution, la bonne préparation et tout. Donc... Est-ce que tu peux me donner, par exemple, au niveau de ce que tu peux dire en termes de ce que tu as pu réaliser, est-ce que tu as un exemple d'exigence que tu aurais pu réaliser avec quelqu'un, avec Venus Williams ou d'autres, pour le coup, où tu t'es dit, ah ouais, là c'est un jeu, c'est un game de haut niveau? Alors, pas forcément rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, c'est plutôt ce que je viens de te dire. Ouais. Ça, pour le coup, je peux pas forcément trop... T'inquiète, aucun souci. À quel moment tu crées ton agence Founder? À quel moment ça fait donc après tout le travail avec Anthony, donc je travaille avec plein de personnalités différentes et en fait je me rends vite compte qu'à moi toute seule je peux pas prendre d'autres personnes et pourtant les demandes rentrent. Donc c'est là où en fait logiquement et naturellement ça s'est présenté, ça a été une suite logique en fait, et ça a été au bout de 8-9 mois. Le temps de bien m'organiser, de comprendre que c'était réplicable, que je pouvais former aussi les personnes à ma méthode aussi, parce que forcément, on communique pas de la même manière pour une marque que pour une personne. Donc, c'est comment tu fais le switch de tout ça, comment je passe de freelance à agence. Donc, ça a été tout ça que j'ai travaillé et jusqu'au moment où j'ai dit, bon, bah là, faut que je m'entoure et il faut que je trouve des personnes qui soient largement meilleures que moi pour ce domaine-là. C'est compliqué aujourd'hui de communiquer. Je pense que une agence de com, en tout cas de communication, en tout cas pour le branding et du personal branding, c'est un sujet majeur absolument pour tous les entrepreneurs. C'est quoi ta méthode pour qu'on arrive à être hyper visible? En tout cas, comment on devient la Venus Williams ou le Anthony Bourbon de notre industrie? Est-ce que tu peux nous aider sur cette partie-là? Déjà, il y a une chose à prendre en compte, les 3 phases dans le personal branding. C'est déjà se connaître, donc qui est vraiment la base de tout. Après, se faire connaître et se faire reconnaître. Donc, c'est un step après l'autre, déjà, pour bien fonder tout. Et après, il faut travailler sur 4 axes qui sont les 4 points essentiels de la communication, à savoir le côté visuel, côté écrit, verbal et non verbal. Et ça, tout ça, c'est le personal branding. Donc, je dirais qu'il faut avoir conscience de qu'est-ce qui nous fait vibrer et pourquoi on se lève le matin et en quoi ça intéresserait aussi les autres. Et à partir de ça, quand on a vraiment compris, en fait, on crée ce qu'on appelle la brand platform. Donc, why, valeur, mission, promesse. Et à partir de ça, ça te permet d'avoir ton cahier des charges pour pouvoir le dupliquer, que ce soit en visuel, à l'écrit, etc. Il faut travailler aussi son storytelling, un certain lexique aussi qui vont faire que ça va être représentatif de ton activité. Et en même temps, sur tout le côté visuel, comment tu te présentes, qu'est-ce qui te qualifie, tu vois. Si j'ai un petit truc founder aussi, c'est une question de branding, c'est du petit détail, tu vois, mais tout ça, il faut y penser. Mais en soi, c'est essayer de montrer des points sur lesquels on t'attend pas. Et je pense que ça, c'est toute la difficulté parce que ce qui est très compliqué, c'est d'avoir du recul sur soi-même. Moi-même, je sais communiquer
plein de personnalités différentes, de plein de milieux différents, etc. Mais moi-même, c'est très dur d'avoir du recul sur moi pour savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens. Pour preuve, quand tu m'as proposé de m'inviter, je me suis dit, ok, alors qu'est-ce qui va intéresser les autres? Enfin, c'est vraiment très compliqué et c'est pour ça que je pense que c'est important et tu le fais aussi toi de ton côté. C'est que c'est permettre d'être le deuxième cerveau de quelqu'un et d'avoir le recul pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Est-ce que tout le monde doit utiliser du personal branding ou du branding? En soi, tout le monde le fait. C'est comment tu te présentes aussi auprès de tes proches. Enfin, c'est tout le monde en fait. Après, c'est à voir quels sont les objectifs aussi de chacun. On le fait pas tous de la même manière et pour les mêmes objectifs. Donc, il y a soit gagner en visibilité, notoriété, autorité, soit gagner en confiance par rapport à ses clients, soit générer du lead, soit attirer les meilleurs talents. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est un facilitateur pour le côté business et aussi pour les salariés, etc. Bien qu'il y ait aussi des axes qui sont un peu limitantes peut-être à un certain moment. Forcément, quand on est entrepreneur et ou intrapreneur, communiquer, à obtenir des résultats, on peut faire appel peut-être à ton agence, à Founder, mais en grande majorité, les gens sont solos. Si on arrive à faire ce travail que tu viens de nous donner, donc pour faire le travail qu'on vient de nous donner, que tu viens de nous dire de faire, ensuite, après, pour communiquer, c'est hyper, franchement, pour y être passé. Et c'est hyper chiant parce qu'en fait aujourd'hui il y a plein de manières de communiquer. Il y a la communication payante, BFM Business est une plateforme où si on veut passer, parfois il y a des gens qui sont, on peut payer pour passer sur BFM Business par exemple. Tout le monde ne paye pas, mais il y a des gens qui le font. Il y a plein de médias où on peut avoir de la visibilité et tout. Genre, c'est quoi, comment on sort de cette jungle de communication? Parce qu'en fait, finalement, tout est communication. Ce podcast est un élément de communication. Mais comment on fait pour être plus visible? Est-ce que tu as des tips qui pourraient nous permettre, par exemple, je sais pas, de passer dans un journal local? Est-ce que tu as des choses qu'il faut faire pour si on veut de la visibilité autre que faire des posts Instagram et des posts LinkedIn? Est-ce que t'as des conseils à nous donner qu'on pourrait utiliser? Plus du coup sur le côté médiatique, RP, c'est ça? RP, médiatique, en tout cas où ou tes éléments qui sont intéressants d'exploiter, où il y a possibilité d'avoir de la com, de la visibilité, ou en tout cas peut-être de commencer à communiquer, parce qu'en fait on galère. Aujourd'hui, en fait, ce qui est hyper embêtant, c'est que Instagram est un moyen, LinkedIn est un moyen, TikTok est un moyen, Facebook, le bouche-oreille est un moyen, le journal est un moyen, la télévision est un moyen. Tout est un moyen en fait. Donc en fait finalement, est-ce que il y a déjà peut-être un élément hyper important à mettre en avant et ensuite qu'est-ce que tu nous conseilles quand on veut commencer à le faire? Déjà, qui sont les personnes qu'on cible? Si c'est du B2C, B2B, forcément, il y a un choix en termes de réseau aussi qui va être important à sélectionner. Aussi, le fait de savoir s'entourer, c'est vrai que forcément, quand tu parles, oui, il y en a qui mettent 20K dans des pubs parce que pour passer sur les médias, presse, etc. Il y a aussi des solutions qui sont beaucoup moins onéreuses pour pouvoir mettre en place. Après, en termes de tips médiatiques, aussi, et c'est aussi en termes de digital, c'est encore une fois, je reviens sur ma base des 3 phases de personal branding, c'est se connaître et en fait quel est le storytelling que tu mets en place et quelle est ta vision des choses, et c'est ce qui va aussi être différenciant quand tu vas vouloir envoyer un communiqué de presse à un tel ou tel journaliste. Qu'est-ce qui va être différent? La récurrence aussi, c'est vrai qu'il y a il y a tout ce qui est en calendrier éditorial qui va être important dans la récurrence, dans la cohérence, dans le discours, et qu'est-ce que tu apportes en plus, et quels sont les sujets là où on t'attend pas et que tu vas sortir aussi. Donc tout ça, c'est des petits tips qui sont... Et puis même une question de branding, tu vois, c'est vrai que c'est assez sous-coté, mais ça a toute son importance. Encore une fois, il faut jouer autant sur le visuel que l'écrit, que le verbal et le non-verbal. La communication, en tout cas, prendre quelqu'un pour l'aider sur la communication, aujourd'hui, il y en a partout. Comment on fait pour choisir une agence qui est potentiellement une agence, ou en tout cas une agence RP, moyen de communication? Comment on fait pour nous, si on veut découvrir potentiellement la personne la plus adaptée pour ce qu'on veut, comment
ce serait quoi ton conseil pour qu'on arrive à découvrir une bonne agence d'une mauvaise agence? C'est les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Ce n'est pas un sketch. Bonne agence de personal branding? Ouais, en sachant pour aujourd'hui, en fait, ce qui est très drôle, pour donner un peu de contexte, c'est qu'aujourd'hui, on peut... tout le monde se dit agence de communication, attaché de presse, RP. Franchement, et ce qui est rigolo, c'est que presque tout le monde pourrait le faire, en apparence, hein, d'accord. Donc finalement, on se retrouve dans une jungle en disant j'ai envie de communiquer, j'ai envie de passer dans une émission, j'ai envie de passer à la radio, j'ai envie de passer dans un magazine. Quelqu'un dit mais moi je peux t'aider. Et finalement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on fasse gaffe pour pas soit se faire avoir, ou alors mieux comprendre le mécanisme de comment ça fonctionne? Déjà, quand on te demande de payer pour pouvoir passer dans d'autres, dans certains médias, presse, etc., c'est vrai que c'est aussi signe que l'agence n'a pas des relations de longue date avec ces prestataires-là. Donc ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui facturent, qui disent « Ah ouais, moi, je te fais passer sur TF1, sur machin. » Mais en fait, au final, c'est pas plus poussé que ça, ou le storytelling n'est pas bien mis, ou il y a toujours quelque chose qui va être un peu compliqué à mettre en avant. Mais moi, je pense que c'est une question de savoir bien s'entourer, comment on les repère. C'est vrai que c'est compliqué à voir en fait les résultats de ce que par exemple, toi, je sais que tu as des super résultats avec plein de personnalités qu'on peut suivre. Donc c'est aussi un gage en termes de preuve sociale, et se dire OK, mais s'il l'a répliqué sur plein de personnes, c'est OK, c'est qu'il y a quand même un truc que tu vas faire. Là, je pense que c'est un peu la même chose. Et oui, malheureusement, en fait, il y a beaucoup d'agences, par exemple, juste au niveau RP, par exemple, qui, eux, ont plein de clients. Alors, ils ont 70 clients, etc. Mais au final, les derniers clients sont soit donnés aux stagiaires, ou soit il n'y a pas forcément le temps. Donc, en fait, c'est plus de l'argent mis par les fenêtres qu'autre chose. Je pense que c'est aussi en lien avec les valeurs de l'agence. Tu vois, nous, chaque personne qui vient, elle est chouchoutée au max, on va prendre soin de toi, et en fait nous on travaille avec les objectifs. Donc je pense que c'est aussi une question de valeur, et comment tu t'identifies à ces personnes-là. Et regarder les résultats aussi, ce que tu disais, genre si l'agence arrive en disant on a fait ça. Bien sûr. Comment on peut savoir que, en fait, ce qui est très drôle, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui disent ce job-là, c'est le job que nous on a réalisé, et parce qu'en fait finalement parfois il y a des entrepreneurs ou des gens qui communiquent, mais on sait pas. Par exemple avec Anthony, on potentiellement savait pas que t'étais derrière, c'est-à-dire que faut faire confiance, c'est-à-dire que forcément faut se mouiller. Aujourd'hui on sait, et puis il y a tout le monde là autour qui connaît Anthony et qui sait le job, et on a des... Tu pourrais pas mettre sur LinkedIn, je bosse avec Anthony Bourbon. Si tu bossais pas avec Anthony Bourbon, ce serait... non. Ou que t'es bossé, ce serait complètement... Tu te ferais déchirer. Mais il y a plein de gens qui se font un peu... Est-ce qu'on a des moyens de vérifier, nous, en tant que personne qui voudrait potentiellement travailler avec une agence? Est-ce que c'est faisable ou pas du tout? Je le vois pas tellement. Moi, il y a des signaux dans le secteur où je sais que... à qui il faut pas forcément faire confiance, ou c'est un peu du bullshit. C'est juste ils trouvent ça sexy en fait d'annoncer qu'ils font du personal branding, donc ils le mettent à toutes les sauces. Mais en fait, à la base, faut pas oublier que le personal branding, c'est une stratégie marketing dans la boîte. Donc dire qu'on fait du personal branding en vidéo. Non, c'est pas du personal branding en vidéo. Tu fais des vidéos pour servir du personal branding, mais c'est pas du personal branding vidéo. Donc en fait, c'est moi, ce qui m'agace, je l'avoue, beaucoup, c'est ces personnes-là qui donnent une mauvaise définition de ce qu'est le secteur, parce que la vérité, c'est que quand tu vas dans ces agences-là qui font de la vidéo personal branding, au final, ils te mettent devant un micro, etc. Ils te font rebondir sur des sujets, peu importe lesquels. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas justement toutes les bases qui sont importantes. Donc, c'est-à-dire que ils vont investir dans de la vidéo sans forcément connaître vraiment le fond. Oui, ils vont dire, mais si, moi, j'aime bien faire ça, ou c'est pour ça que je me lève le matin, alors qu'au final, le storytelling ou toutes les bases ne sont pas bien constituées, et ils se retrouvent après à 6 mois à dire mais je comprends pas, j'arrive pas à me renouveler, j'arrive pas à trouver de nouveaux sujets, ou je sais pas comment faire, et au final ils se connaissent toujours pas. Donc en fait c'est tous ces trucs de personal branding en vidéo, personal branding en ghostwriter en personal branding, etc. Moi j'irai pas, et il faut avoir une vision 360, parce que le personal branding c'est pas juste faire un truc, en fait c'est plein de métiers différents. Il y a plein, en fait, finalement, le personal branding, c'est comme le branding, il y a plein de sujets autour qui sont connexes, qui sont annexes, et qu'on doit forcément prendre en considération. Donc, finalement, si une agence ne parle que de vidéo, potentiellement, ou que d'un post LinkedIn, ou
c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une. Non, mais après, encore une fois, je les dénigre pas parce que si toi, de ton côté ou en interne, tu as établi justement toute ta brand plateforme, tu as vraiment une stratégie claire et du coup, tu fais appel à un prestataire externe pour pouvoir faire de la vidéo, là, c'est complètement OK. On n'est plus du tout sur le même cheminement, mais il faut avoir un raisonnement logique dans le process, quoi. On arrive sur la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation? Qu'est-ce que j'aimerais? Moi, j'ai une phrase qui me dicte un peu toute ma vie, c'est « Tout travail arrive à qui ose, rêve, travaille, beaucoup de travail et n'abandonne jamais » de Xavier Dolan. Et je pense que c'est vrai, il faut se donner les moyens de ses ambitions, peu importe si t'es en couple, si t'es en couple bien dans ta vie, etc., ça t'empêche pas de pouvoir te créer des opportunités et vivre aussi tes rêves. Il y a le fait aussi que aussi en couple, il faut être bien tout seul avant d'être bien à deux. Je pense que c'est hyper important et c'est, en tout cas, 10 ans après, moi, je suis très contente. Ça se passe très bien. Et aussi, peut-être sur la partie enfance, c'est vrai que s'il y a des choses qui nous conviennent pas, sur lesquelles on n'est pas forcément OK, il faut trouver la force et bien s'entourer pour pouvoir être en phase avec soi-même et se réaliser, quoi. On terminera cette première partie du podcast sur ces phrases. Je te remercie beaucoup, Emma. Merci à toi. À très vite. Ouais, merci. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.